Bonjour à tous, je suis ravi d'être de retour ici en Nouvelle-Calédonie. Je remercie Géraldine pour ton invitation si chaleureuse. J'étais venu en 2016 pour un colloque organisé par Mathias Chauchat sur l'indépendance des universités et je suis de retour en 2018 pour parler d'un sujet, les effets de la montée du niveau des eaux sur les espaces maritimes et les traités de délimitation maritime, un sujet à propos duquel la protection de l'indépendance maritime des États côtiers est finalement en jeu. Donc la question qui se pose, c'est de savoir comment la montée du niveau des eaux et donc au cours du temps la diminution, voire la disparition de certaines terres va influer sur les zones maritimes des États. Alors, en matière préliminaire, je ne voudrais pas m'étendre sur la question de l'élévation du niveau des mers sur leurs causes scientifiques, bien que on sache quand même aujourd'hui que la part humaine dans le changement climatique et dans la montée des eaux est de plus en plus importante. Ça a été confirmé en 2014 par le 5e rapport du panel intergouvernemental sur le changement climatique. Et on sait aussi que les conséquences sur les petits États insulaires en développement sont bien réelles. Le Vanuatu a déjà perdu 5 îles et l'Indonésie compte perdre environ 2000 îles d'ici à 2030. Mais je voudrais quand même rappeler, et c'est très important de garder ça à l'esprit quand on parle d'un instrument aussi important que la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, je voudrais quand même rappeler que les petits États insulaires en développement ont constamment alerté la communauté internationale sur les dangers de la hausse du niveau des eaux, et ce, dès la déclaration de Malé de 1989. On avait mis à l'époque, on avait mis en avant l'obligation morale des États industrialisés. Alors, que faire à ce sujet? On sait très bien que le problème se lève au niveau international depuis la conférence de Rio. Après, on a eu la conférence de la Barbade, on a eu Johannesburg, on a eu Rio plus 20, on a la conférence sur les océans en 2017. Bien sûr, il y a des progrès. On a entrepris des plans d'action internationaux, d'ajustement et d'évaluation et le renforcement des capacités. Cela dit, apparemment, les progrès dans le domaine ne sont pas suffisants. L'Assemblée générale des Nations unies, en 2018, ayant conclu que la condition de certains petits États en développement avait en fait empiré. Et on sait aussi, en tout cas je le rappelle, que l'impatience des petits États insulaires en développement est là. Palau, l'État du Palau avait en 2011 demandé à l'Assemblée générale des Nations Unies que cette Assemblée prenne une résolution en vue d'obtenir un avis consultatif de la Cour internationale de justice sur la responsabilité des États industrialisés, notamment leurs entreprises, dans le changement climatique. Et ce qu'on sait peut-être moins, c'est qu'en 2006, le président du Tuvalu avait menacé de traîner les États-Unis et l'Australie devant la Cour internationale de justice. Alors, bien que les conséquences humaines et matérielles de la hausse du niveau des eaux soient très bien documentées, les conséquences juridiques le sont moins. Alors, outre les questions possibles de responsabilité internationale pour les questions liées au changement climatique, questions très difficiles puisque les problèmes de causalité sont extrêmement complexes. Deuxième problème qui se pose à l'heure actuelle, c'est la question des zones maritimes et de leur conservation qui se pose de plus en plus. Et c'est vraiment un problème d'actualité puisque à l'ONU en 2017, lors de la conférence sur les océans, le Premier ministre du Tuvalu indiquait que les négociateurs de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer n'avaient pas eu la hausse du niveau des eaux due au changement climatique à l'esprit quand ils négocièrent la Convention.
Et c'est vrai, j'ai épluché les 15 volumes, les 9 ans de négociation de la Convention. Le mot changement climatique, le mot hausse du niveau des eaux n'est jamais mentionné. Et donc le président du Tuvalu a demandé une clarification des conséquences de la montée du niveau des eaux sur les zones maritimes, mais la conférence de l'ONU n'a rien fait à ce sujet. Il faut quand même aussi noter que lors du processus informel consultatif de l'ONU, qui s'est tenu en 2017 sur les changements climatiques, certaines délégations avaient demandé que la 6e commission de l'Assemblée générale de l'ONU, qui est la commission juridique de l'ONU, ou la commission du droit international, avait demandé que la 6e commission de la ratification et du développement du droit international, ces délégations avaient demandé que la 6e commission de l'ONU ou la commission du droit international examine la question de l'élévation du niveau des mers et les conséquences juridiques de cette élévation sur les zones maritimes des États. Cependant, ces propositions ont suscité des réserves. Il a été souligné qu'il fallait poursuivre leur examen et on a fait aussi remarquer que la charge de travail de la 6e commission de l'ONU était déjà considérable. Alors, ce qui est quand même aussi important de noter, c'est que dans son rapport annuel sur les océans et le droit de la mer, son rapport de 2017, le secrétaire général de l'ONU a indiqué ceci dans le paragraphe 54, ni la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, ni le droit international coutumier ne traitent des effets sur les limites maritimes d'une perte totale ou partielle de territoire terrestre susceptible de résulter de l'élévation du niveau de la mer. Et il dit que en situation normale, les zones maritimes de l'État sont définies par la Convention, mais qu'en conséquence de l'élévation du niveau de la mer, la superficie de territoire terrestre des États côtiers peut se voir considérablement réduite, voire, dans des cas extrêmes, disparaître. Le paragraphe 54, qui ne contient aucune note de bas de page, c'est exceptionnel dans le rapport du secrétaire général de l'ONU, où en général le secrétaire va justifier ce qu'il dit par un certain nombre de notes de bas de page. Alors, pourquoi finalement est-ce que la préservation de la compétence de ces États côtiers sur leurs zones maritimes est importante? On a noté que avec la création de la zone économique exclusive qui peut s'étendre à 200 000 marins autour des îles, on a noté, Géraldine l'a noté, que les petits États insulaires en développement avaient, c'est un point de vue, finalement, avaient reçu des avantages disproportionnés par rapport à leur surface terrestre. La Micronésie, par exemple, a une surface terrestre de 700 km² et une zone économique exclusive de 2,6 millions de km². Mais ce point de vue, à mon avis, n'est pas correct. Ce serait méconnaître les bénéfices énormes de la pêche et surtout de la vente des permis de pêche dans la zone économique exclusive, ces bénéfices que l'État côtier tire de ces permis de pêche. Je voudrais quand même rappeler que le budget de Tuvalu pour 2017 indique des recettes de 51 millions de dollars. Dans ces 51 millions de dollars, 25 millions, donc un peu plus de la moitié, proviennent de la vente des permis de pêche. Et on a la même chose au Kiribati, on a à peu près la même chose aux îles Marshall, etc., etc. Alors, et bien sûr, les États côtiers espèrent aussi tirer une manne financière des ressources de leur plateau continental, on l'a mentionné aussi. Alors, que dit finalement la Convention du droit de la mer sur les zones maritimes de l'État? Alors, il y a un principe fondamental en droit de la mer qui est c'est la terre qui domine la mer. C'est le nom de ce principe fondamental, ça veut dire que c'est la terre émergée qui engendre les zones maritimes des États, que ces États soient continentaux ou insulaires. C'est la terre émergée qui va générer une mer territoriale, une zone économique exclusive, un plateau continental, etc.
Donc on a ici le schéma des zones maritimes. Vous voyez la terre, mais Géraldine l'a déjà indiqué, la terre qui génère une mer territoriale, une zone économique exclusive, un plateau continental. Ce principe, c'est la terre qui génère les zones maritimes. Ce principe est un principe vénérable en droit international public. Il est bien ancré. Je vais donner l'exemple ici d'une sentence de 1909. La sentence de Grisbadarna qui impliquait la Norvège et la Suède, où le tribunal dit le territoire maritime est une dépendance du territoire terrestre, et les cours internationales l'ont répété au fil des années. On peut parler, et les collègues français apprécieront ceci, on peut parler d'une jurisprudence constante finalement dans ce domaine. Alors, comment sont créés les espaces maritimes de l'État côtier? Eh bien, les espaces maritimes de l'État côtier sont délimités à partir de la côte, ou plus précisément de ce qu'on appelle la ligne de base. Vous voyez, si je reviens au schéma ici, vous avez la côte, ici, ce trait-là, on appelle ça la ligne de base, ici, qui va générer la mer territoriale de 12 000 et une zone économique exclusive de 200 000. Alors, la Convention dit que, sauf disposition contraire, c'est l'article 5, la ligne de base normale à partir de laquelle est mesurée la largeur de la mer territoriale et ce qu'on appelle la laisse de basse mer le long de la côte, telle qu'elle est indiquée sur les cartes marines reconnues par l'État côtier. La laisse de basse mer, finalement, c'est la trace physique que va laisser l'eau le long de la côte à marée basse, et donc bien sûr qui dépend des marées, et la majorité des États du monde utilisent ce qu'on appelle la marée astronomique la plus basse pour déterminer la laisse de basse mer. Donc, bien évidemment, si le niveau des eaux monte, eh bien la laisse de basse mer devrait monter aussi. Et puis vous avez l'article 4, donc la limite extérieure de la mer territoriale est constituée par la ligne dont chaque point est une distance égale à la largeur de la mer territoriale du point le plus proche des lignes de base, et pareil pour la zone économique exclusive. Donc le problème qui se pose, c'est si le niveau des eaux monte, est-ce que la ligne de base va régresser? La ligne de base est-elle ambulatoire, puisqu'après tout, la ligne de base, c'est la laisse de basse mer. Alors, un argument qui est dit, c'est que non, la ligne de base n'est pas ambulatoire, puisqu'après tout, la ligne de base normale, à partir de laquelle est mesurée la mer territoriale, c'est la laisse de basse mer le long de la côte, telle qu'elle est indiquée sur les cartes marines à grande échelle reconnues officiellement par l'État côtier. Donc, la question se pose, est-ce que la ligne de base, c'est la laisse de basse mer qui existe dans la réalité au sol, ou bien est-ce que c'est la ligne de base qui existe sur les cartes et dans la législation de l'État côtier, législation que l'État côtier, eu égard à la montée du niveau des eaux, aurait bien un intérêt à ne jamais changer. Alors, malheureusement pour les États côtiers, la majorité de la doctrine s'accorde à dire que la carte finalement n'est que la représentation de la réalité. La carte n'est pas la source du titre de l'État. Il devrait donc arriver un moment où l'État doit changer sa législation et doit changer ses cartes pour refléter la réalité au sol. Et on en veut pour preuve certaines décisions internationales. J'en citerai qu'une. Il s'agit d'un arbitrage entre le Guyana et le Suriname en 2007, où la carte, il s'agissait d'une question de délimitation maritime, où la carte du Suriname avait été contestée par le Guyana qui disait que la carte du Suriname n'avait pas été réactualisée, ne reflétait plus la réalité. Eh bien, le tribunal arbitral n'a pas simplement
n'a pas accepté tout simplement la carte du Suriname, n'a jamais dit le Suriname a une carte officielle, circulez, il n'y a rien à voir. Non, 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 le tribunal arbitral a accepté d'examiner les rapports d'experts et les conclusions des parties en cause au litige. Et, il a confirmé la carte du Suriname, oui, mais il a d'abord examiné si la carte reflétait finalement la réalité au sol. Alors, bien sûr, on pourra dire que ce phénomène ambulatoire ne va toucher que certaines côtes, les côtes très peu élevées, et on pourra dire aussi qu'après tout, une perte de quelques mètres de côte n'aura qu'un effet négligeable sur la mer territoriale et n'aura aussi qu'un effet négligeable sur la zone économique exclusive. Si vous perdez 1 ou 2 mètres de côte du chef de la montée des eaux, vous perdez 1 mètre de zone économique exclusive, c'est quand même pas la fin du monde. Cependant, si on parle d'une petite île isolée qui risque de se trouver submergée complètement ou transformée en haut fond découvrant, eh bien, ces îles ne peuvent plus générer de mer territoriale ou de zone économique exclusive. Qu'est-ce que c'est qu'un haut fond découvrant? Je crois que Géraldine en avait déjà parlé. Par au fond découvrant, on entend les élévations naturelles de terrain qui sont entourées par la mer, mais découvertes à marée basse et recouvertes à marée haute. Donc si le niveau des eaux monte, ces hauts fonds découvrants peuvent se trouver complètement submergés. Ces hauts fonds découvrants sont importants puisqu'ils peuvent être pris en compte par l'État côtier pour la délimitation de leur mer territoriale et donc de leur zone économique exclusive. Si le haut fond découvrant, qu'on appelle en anglais LTE, si le haut fond découvrant est situé à une distance qui ne dépasse pas 12 000, vous voyez ici, l'État côtier peut prendre en compte ce haut fond découvrant pour déterminer la largeur de sa mer territoriale. Si ce haut fond découvrant se trouve submergé, eh bien l'État ne pourra plus évidemment l'utiliser. Donc, de prime abord, il semble logique pour l'État de vouloir conserver ses côtes en l'état ou ses formations insulaires ou ses hauts fonds découvrants. Et rien n'interdit en droit de prendre des mesures de sauvegarde des côtes ou des îles. Les travaux de protection de la côte sont bien reconnus par la pratique. On peut quand même rappeler que 17% des côtes néerlandaises, finalement, sont protégées par des digues, par des jetées, par des môles, par des épis ou par des murs brise-lames. C'est quand même un principe fondamental de droit international que l'État a la possibilité de protéger, de conserver ce que la nature lui a donné. Par exemple, le Japon, dans les années 80, a conservé à très grands frais un certain nombre d'îles qui étaient menacées par l'érosion et a construit des barrages de béton et d'acier autour de ces îles avec un coût astronomique, et l'Islande a fait la même chose. Alors ça, c'était un premier type de ligne de base. Il existe une deuxième possibilité pour l'État côtier qui est d'utiliser des lignes de base droites, où la ligne de base ne sera pas la laisse de basse mer, mais comme on le voit ici sur le schéma, des lignes de base que l'État peut tirer ici afin d'entourer une côte très échancrée ou une côte jonchée d'un chapelet d'îles. Vous avez les conditions juridiques ici. Si la côte est profondément échancrée ou découpée, ou s'il y a un chapelet d'îles de long de la côte, eh bien l'État peut tirer des lignes de base à partir de la côte, à partir d'îles côtières ou à partir de hauts fonds découvrants. Cependant, même chose, si ces points de base ici, ou que l'État côtier peut utiliser pour définir ces lignes de base, s'ils disparaissent, eh bien, évidemment, les lignes de base disparaissent aussi. Troisième possibilité, et Géraldine en avait parlé aussi, on aurait dû faire une présentation conjointe finalement. Troisième possibilité, c'est la question des lignes de base archipélagiques qu'un État, un État archipel, il en existe un certain nombre au Pacifique Sud, Fidji, Kiribati, îles Marshall, etc. L'État archipel a le droit d'encercler sous certaines conditions
ces îles par un système de lignes de base, qu'on appelle ligne de base archipélagique, à partir de laquelle la mer territoriale et la zone économique seront déterminées. Cependant, il y a des conditions à respecter, notamment un rapport de la superficie des eaux à celle des terres qui doit être compris entre 1 et 1 et 9 et 1. Il ne peut pas y avoir plus de 9 fois de mer qu'il y a de terre. Donc, si une île ou un haut fond découvrant, puisque l'État côtier peut aussi utiliser les hauts fonds découvrants pour tirer ses lignes de base, si des îles disparaissent, eh bien, il est possible que le rapport terre-mer ne soit plus conforme à la Convention et donc qu'il faille redéfinir, retracer les lignes de base. Et d'ailleurs, en 2009, il y a eu un congrès organisé par l'Organisation hydrographique internationale à Monaco. On a eu des géographes indonésiens qui ont dit, eh bien oui, certaines petites îles indonésiennes sont menacées et à moins qu'on les renforce, l'Indonésie, une fois que ces îles seront submergées et donc ne pourront plus être utilisées comme des points de base, l'Indonésie devrait redéfinir ses lignes de base archipélagiques. Alors ça, c'est ce que la Convention dit à propos des territoires maritimes des États côtiers. Alors, quelles sont les solutions envisageables par les petits États insulaires en développement face à la montée des eaux, un phénomène qui bien sûr se passe, qui s'accentue. On parle en moyenne d'une montée de 3 mm par an et dans certains endroits du Pacifique Sud de 12 mm par an. Donc, si la Terre est très basse, 1 ou 2 mètres, en 10 ou 20 ans, vous n'avez plus d'île. Alors, la solution, il y a une solution pratique, le renforcement physique des côtes, des îlots ou des hauts fonds découvrants. Mais ces solutions de renforcement physique sont-elles envisageables pour les petits États insulaires en développement ? Elles sont envisageables, oui, mais est-ce que c'est très pratique ? Si elles sont envisageables, en tout cas, elles seront limitées du chef des coûts astronomiques de protection des terres. Et donc, il faudra sans doute pour ces États mettre en balance les coûts de sauvetage d'une île ou d'un îlot avec les bénéfices que la portion de zone maritime que cette île ou îlot contribue à générer rapporte. Donc il est possible que l'État soit obligé de sacrifier une île ou un îlot. Il faut aussi noter qu'il peut y avoir des conséquences environnementales néfastes qui accompagnent des travaux de protection ou de poldérisation. Par exemple, la construction de murs de protection avec l'interruption des flux de sédiments peut entraver le taux de calcification du corail et donc l'adaptabilité des récifs de corail. Bon, donc ça c'est une possibilité, le renforcement pratique. Mais il y a peut-être aussi, en tout cas c'est le message que les petits États du Pacifique nous lancent, il y a peut-être une possibilité de renforcement juridique de la situation de ces États. Ce à quoi on assiste depuis quelques années, surtout depuis 2012, c'est donc ce que j'appellerais une tentative de renforcement juridique. On voit la prise accélérée par ces États de législation qui définissent de manière très précise leurs points de base et leurs lignes de base. Et donc les îles Marshall l'ont fait, c'est le schéma ici, mais ça c'est pas rare. La majorité des États côtiers ont défini leur ligne de base. De plus en plus, quand même, ce qui est symptomatique, c'est que ces nouvelles législations définissent aussi les limites extérieures de la mer territoriale et de la zone économique exclusive, avec des coordonnées géodésiques et des cartes. Alors, ce n'est pas du tout courant dans les législations nationales d'indiquer les limites extérieures des zones maritimes par des coordonnées. Ça a été fait par Niue, Kiribati, Palau. Vous avez ici la dernière législation de 2016 des îles Marshall qui définit, et il y a une carte qui accompagne, tout ce qui est en jaune ici, c'est
la zone économique exclusive des îles Marshall telle que la législation le définit. Et ce qui est intéressant peut-être d'honnêteté, c'est que Nauru l'avait fait dès 1999 dans la législation. Déjà, ce que tout le monde oublie, Nauru avait indiqué la limite extérieure de ces territoires maritimes. Alors, est-ce à dire que ces États désirent conserver par voie législative la limite de leurs eaux maritimes? Bon, le fait que l'État, dans sa législation, indique quelle est la limite extérieure de leurs eaux, de leur zone maritime, ne veut pas forcément dire que pour ces États, ces limites extérieures doivent être fixées de manière absolument permanente. En tout cas, il n'y a rien dans la législation de ces États qui indique l'intention de l'État de fixer de manière permanente ces limites extérieures de zones maritimes. Cependant, et je passe ici sur le plateau continental, cependant, des propositions sont faites au niveau diplomatique régional en vue d'obtenir la reconnaissance de la communauté internationale de la permanence de ces limites extérieures de leurs zones maritimes, et d'aucuns parlent de la volonté de gel des zones extérieures maritimes, donc qui seraient en un sens immunisées contre la montée du niveau des eaux. Par exemple, en 2014, à Palau, les dirigeants du Forum Pacifique Sud avaient indiqué ceci. Donc, ils demandent que des efforts régionaux soient faits pour fixer les limites maritimes afin d'assurer que les conséquences du changement climatique n'affectent en rien leur juridiction. En 2015, on a une déclaration aussi qui est faite en ce sens, une déclaration des États polynésiens qui veulent fixer de manière permanente les lignes de base établies en accord avec la Convention sans tenir compte de la hausse du niveau de l'océan. Alors, il semble que ces États soient conscients du fait que, d'après la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, les limites extérieures des zones maritimes devraient bouger avec le mouvement vers la terre des lignes de base, mais ils demandent que la communauté internationale accepte finalement de geler les zones extérieures. Cependant, ce gel pose quand même des problèmes. Si on accepte de geler la limite, faut-il geler la limite extérieure des zones maritimes ou les lignes de base? Si on gèle la limite extérieure des zones maritimes, mais si on ne gèle pas la ligne de base sur la côte, on va arriver à avoir des zones maritimes qui dépassent la limite autorisée de la Convention du droit de la mer, une largeur qui serait supérieure à 200 000 pour la zone économique exclusive ou à 12 000 pour la mer territoriale. Et puis, si on gèle ces limites extérieures, pour combien de temps? À quel moment va-t-on geler ces limites extérieures? Tout ça, ce sont des questions auxquelles on n'a pas de réponse. La deuxième technique possible de geler ces zones extérieures, et là aussi il y a peut-être une pratique, c'est de geler les zones, la limite extérieure des zones maritimes par accord international. Si on a des États qui sont trop près l'un de l'autre pour que chacun des États ne puisse pas se prévaloir des limites, des largeurs maximales que la Convention sur le droit de la mer leur donne, il faut un accord de délimitation, et il y en a de plus en plus qui sont pris.
Est-ce qu'on peut fixer par traité les limites extérieures? Alors d'une part, ça dépend bien sûr de comment le traité est négocié. Si on a un traité, par exemple, comme celui entre la France pour Wallis et Futuna et Tonga de 1980, qui dit que la délimitation maritime, c'est une ligne d'équidistance, bah, ça ne gèle rien. Ligne d'équidistance par rapport aux lignes de base, puisque si les lignes de base changent, la ligne, normalement, devrait changer aussi. Alors, c'est différent si on conclut un traité comme on a fait en 2016 les îles Salomon et le Vanuatu, qui n'indiquent aucune méthode dans le traité pour tirer la ligne de délimitation, qui simplement indiquent des coordonnées et disent voilà la ligne de délimitation. Est-ce que, donc, si cette ligne de délimitation ne dépend pas de l'équidistance, est-ce qu'elle sera fixée de manière permanente? Elle peut être peut-être fixée de manière permanente entre les États en cause, mais si des îles disparaissent ici, et si il arrive que les îles Salomon, normalement, en droit, ne puissent plus se prévaloir des terres pour générer des zones maritimes ici jusqu'à cette ligne. Est-ce qu'un État tiers ne pourrait pas venir et dire bah, après tout, vous avez perdu vos zones maritimes, c'est maintenant de la haute mer que je peux exploiter, moi, à mon gré. Alors, je vais maintenant conclure. Si on préconise le gel des limites externes, des zones maritimes des États, comment y parvenir? Par une décision de la réunion des parties à la Convention. La réunion des parties à la Convention, c'est un organe administratif et d'aucuns ne veulent pas que cette réunion des États parties prenne des décisions substantielles. Par un amendement à la Convention, peut-être, ou pourquoi pas par un nouvel accord international qui viendrait modifier finalement ici le principe que la Terre domine la Terre. Tout cela est possible, mais toute tentative de gel des zones maritimes se verra aussi opposer l'argument qu'il faut quand même faire très attention que ce gel ne soit pas motivé par des causes autres que la montée des eaux. Et par exemple aussi, le problème, c'est que finalement, les zones maritimes qu'on veut geler devraient être initialement proclamées dans le cadre de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Mais on voit ici, dans le cas des îles Marshall, par exemple, que dans leur décision de 2016, les îles Marshall, pour définir la ligne de base archipélagique, ont pris en compte une île qui est contestée par les États-Unis. Les États-Unis disent non, cette île m'appartient. Les îles Marshall disent non, cette île m'appartient et moi je l'utilise pour dresser mes lignes de base. Est-ce qu'on va geler des lignes, est-ce qu'on va geler des limites, est-ce qu'on va geler la limite extérieure des zones maritimes quand il y a un litige avec un État tiers au sujet de la souveraineté sur une des îles en cause? On peut quand même aussi envisager des solutions dans le cadre de la Convention des Nations Unies et dans le cadre même du principe que la Terre domine la mer, même si les États en cause perdent leur zone maritime parce qu'ils perdent les terres, on pourrait peut-être aussi considérer la négociation d'un accord international qui préserve la juridiction de ces États sur les ressources des zones maritimes en cause, bien que la souveraineté de l'État sur ces zones maritimes ait disparu, puisque la Convention du droit de la mer dit qu'après tout, c'est la terre qui domine la mer. Alors, je finis maintenant complètement. En fin de compte, le problème n'est pas vraiment un problème de droit de la mer, c'est un problème bien plus vaste de solidarité internationale dont les causes et les effets précèdent quand même l'entrée en vigueur de la Convention du droit de la mer, entrée en vigueur en 1994. Ne faisons pas trop de zèle, réfléchissons à fond aux solutions proposées, mais garantissons bien sûr un résultat équitable pour les États en cause. Et attention, et je
fais aussi une remarque puisque tu as posé le problème de l'île Clipperton. Attention que les demandes de gel, si elles venaient à être faites par des États en développement, par exemple l'État côtier, la France, pour ne pas le citer, pour l'île Clipperton, faisons attention que ces demandes de gel, si par des États développés, si elles étaient faites, ne viennent pas affaiblir ou finalement polluer les demandes de gel des petits États en développement qui, eux, ont vraiment un intérêt légitime, je pense. Et pour ceux qui connaissent l'histoire du droit de la mer, la même problématique s'était levée lors de la négociation de la Convention, la partie 4 sur les États archipels, où des États côtiers comme la France, comme le Portugal, comme l'Inde, comme l'Espagne, avaient demandé que le régime quand même très libéral d'États archipels s'applique non seulement à des États qui sont totalement archipélagiques, comme l'Indonésie, mais s'applique aussi à des territoires océaniques de pays continentaux. Et l'Indonésie, par exemple, avait constamment indiqué à la conférence, absolument pas, il faut réserver le régime d'État archipel à des États vraiment archipels. Il ne faut pas donner d'avantages extravagants aux États continentaux qui auraient des archipels océaniques. Donc, finalement, plus ça change, moins ça change, les problèmes restent les mêmes. Merci. Merci beaucoup, Vincent, pour votre présentation. Merci beaucoup à tous les deux pour ces riches interventions. On va prendre quelques questions, s'il y en a, pour conclure, pour finir la journée. Oui, alors je ne sais pas s'il y a encore quelqu'un pour passer le micro. J'ai vu l'étudiante qui s'en chargeait tout à l'heure qui est partie. Je crois que Michael a une question. Vous pouvez peut-être essayer de la poser comme ça. On n'est pas plus très nombreux. On peut peut-être vous entendre. Oui, en fait, j'ai une question pour chacun. C'est-à-dire que les accords internationaux sur l'environnement, comme le traité qui a été signé à Paris après le COP 21 et choses comme ça, semblent désigner, il semble que le but de ces accords est à désigner juridiquement que le changement climatique est un phénomène provisoire. C'est-à-dire le but de ces accords est à arrêter le changement et à inverser le sens des choses. Même si c'est pas la réalité, sur papier, ça semble dire que, bon, selon le droit international créé par ces traités, c'est un problème provisoire. Ou c'est vu comme ça. Donc, ça semble contradire le concept de le prendre comme un problème permanent qui peut être impliqué par le changement de ligne de base. Et je ne sais pas où aller avec ça, donc je veux poser la question. Alors, on espère que c'est dans la tête des négociateurs de ces accords climatiques, en commençant avec la Convention cadre et puis tous les protocoles, on espère qu'ils envisagent ce problème comme un problème temporaire qui pourra trouver une solution satisfaisante. Il faut quand même dire que même si on arrêtait aujourd'hui toute émission de gaz à effet de serre, le niveau de la mer continuerait à augmenter pour un nombre considérable d'années. Donc je ne vois pas vraiment de contradiction avec l'idée de pouvoir geler. Peut-être pas de manière permanente, mais pour un certain temps, tant que le niveau de la mer continue à augmenter et à menacer les territoires de ces États. Voilà.
Je réponds donc sur la partie de l'obligation pour le salarié de se préoccuper de sa propre santé et sécurité. Effectivement, alors c'est consacré par le Code du travail, y compris par le Code du travail de la Nouvelle-Calédonie. La seule chose, c'est qu'en fait, cette obligation pour le salarié s'inscrit dans une obligation, je dirais, en amont pour l'employeur d'organiser matériellement la santé et la sécurité des salariés. Parce que c'est lui qui fournit les outils de travail, déjà, et parce qu'il a le pouvoir de direction qui englobe à la fois le pouvoir de gestion de son entreprise, certes sur le plan économique, mais aussi le pouvoir de donner des ordres, de sanctionner les manquements. Donc en fait, le salarié doit prendre soin de sa propre santé, mais avec les outils de protection et autres que met à la disposition l'employeur et qu'il peut sanctionner si le salarié ne les utilise pas. Il doit aussi ne pas être ne doit pas entraîner la possibilité, être la conséquence, je dirais, d'un autre accident du travail, d'un autre salarié. Donc il faut qu'il veille à la fois à sa propre sécurité et à ceux qui travaillent avec lui en collaboration. Voilà. Mais ça se limite à ça. Je dirais que l'organisation plus générale de la santé et de la sécurité incombe à l'employeur et que au niveau des obligations juridiques, l'obligation qui pèse sur le salarié n'est qu'une obligation de moyens, alors que celle qui pèse sur les employeurs est une obligation de sécurité de résultat, avec ce doute de la Cour de cassation sur 2 arrêts isolés, mais dans lesquels on n'est quand même pas sûr que la Cour de cassation revienne sur l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur. Une question à vous à nouveau, Nadège, s'il vous plaît, concernant le risque naturel et l'aléa naturel. Nous disposons dans d'autres contextes de plans de prévention des risques qui supposent des servitudes sur les territoires, et on peut imaginer qu'une entreprise va contrôler son activité en fonction des servitudes du territoire. En terre coutumière, la notion de servitude n'existe pas. Dans ce cas-là, au niveau juridique, quelle est la prévalence du porté à connaissance simple de l'aléa par rapport à la carte de risque et au plan de prévention des risques? Est-ce qu'elle a un sens et est-ce que le porté à connaissance peut se substituer à la carte de risque en territoire coutumier? Alors si on... Oui, je réfléchis en même temps, pardon. Si on se situe alors sur le pur droit du travail, c'est-à-dire par rapport à des entreprises qui se situent en milieu coutumier, donc les relations, j'évoquais ça tout à l'heure lors de la pause, le Code du travail de Nouvelle-Calédonie s'applique, y compris dans des relations qui pourraient être de nature exclusivement coutumière. Donc on sait d'ores et déjà que cette obligation de prévention va s'appliquer dans une entreprise qui est située sur une terre coutumière. La difficulté va être pour l'employeur et le chef d'entreprise de la connaissance justement de ce risque et de l'évaluation de ce risque. Et là, on se retrouve confronté en fait à comment est-ce qu'on peut l'évaluer, quels sont les outils à notre disposition, est-ce qu'on peut faire venir des personnes sur le terrain coutumier en dehors des personnes habilitées. Donc ça nécessite aussi de passer très certainement par la voie coutumière. Et là, ça pose une difficulté. On retrouve un petit peu la même problématique en métropole avec une entreprise qui loue un terrain et tant qu'elle... Alors il y a une obligation désormais pour le bailleur de donner l'ensemble des risques qui sont inhérents donc à l'immeuble qu'il loue, mais en même temps, imaginons une cession d'entreprise, on n'est pas sûr que dans le cadre d'une cession juridique d'entreprise, eh bien ces informations soient transmises au nouvel employeur et que du coup il y ait une perte de connaissance de la prévision du risque naturel. Et je pense qu'on se retrouve aussi, alors dans des domaines différents, mais on se retrouve aussi avec ce problème de la prévisibilité du risque naturel et de son identification par un manque de moyens juridiques ou un manque de moyens dû à notre pluralisme juridique calédonien. Malheureusement, je n'ai pas de solution miracle, je crois, là-dessus. Moi, j'avais deux questions aussi. Merci beaucoup pour les présentations. Je suis Jean-Baptiste Marche, je travaille à la CPS, à la Communauté du Pacifique, au sein du programme Changement climatique. Je me demandais, pour la première présentation, vous avez parlé des risques naturels en général, et pas spécifiquement de ceux qui sont induits par le changement climatique, bien qu'il y ait un lien assez évident parfois entre les deux, mais pas pour tous les risques.
Donc, est-ce nécessaire d'intégrer plus spécifiquement ces risques-là, ou en tout cas l'accroissement de certains risques liés au changement climatique, et comment le préciser, par exemple, dans le code du travail ou dans le cadre de contrats? Et donc, en particulier, comment on fait pour tenir compte notamment de la nature des projections concernant le changement climatique et des marges d'incertitude qui sont assez, bien souvent, très, très, très fortes en tout cas. Voilà. Et j'avais une deuxième question aussi sur la disparition de certains États, ou en tout cas de territoires. On a parlé de la montée des eaux, il y a aussi des disparitions qui peuvent être liées à l'affaissement de certains territoires ou à d'autres types c'est pas simplement lié à la montée des eaux, donc est-ce que le même type de raisonnement peut s'appliquer en matière de changement des lignes territoriales, ou est-ce qu'on est vraiment dans le même type de problématique, ou alors c'est vraiment deux questions à traiter séparément? J'imagine que tout dépend des causes de l'affaissement des territoires. Pour la question de montée des eaux, on sait très bien que la part humaine dans les causes de la montée des eaux, comme la part humaine du changement climatique, est bien établie, et que apparemment la responsabilité des États industrialisés est bien établie aussi. Donc ces petits États insulaires disent, eh bien, nous sommes des très petits émetteurs de gaz à effet de serre. Ces petits États insulaires en développement représentent à peu près 65 millions de personnes et contribuent pour moins d'1% de production de gaz à effet de serre. Cela dit, on leur dit aussi: ah oui, vous ne produisez qu'1% de gaz à effet de serre, mais vous ne faites pas d'efforts suffisants pour réduire les émissions de gaz à effet pour réduire vos émissions de gaz à effet de serre. C'est un peu un raisonnement pervers. Pour ce qui est de l'affaissement des territoires, si l'affaissement des territoires est causé par des causes naturelles, je ne vois pas pourquoi on viendrait trafiquer les lignes de base. Après tout, c'est la malchance de l'État, mais ça arrive, c'est arrivé dans l'histoire, où des rivières s'assèchent, des rivières se créent, des territoires naissent, des territoires disparaissent. On n'a jamais, jusqu'à cette question de montée du niveau des eaux, dont les causes quand même en grande partie humaines sont établies, on n'a jamais posé la modification des frontières maritimes à ce sujet. Enfin, pas à ma connaissance. Et puis, si je peux ajouter quelque chose, il y a beaucoup de problématiques effectivement qui sont liées, et j'en profite pour faire un peu de publicité aussi pour l'université de Perpignan, parce que je crois qu'il y avait ah oui, tant qu'à faire, il y a eu une rencontre il n'y a pas très longtemps, il y a eu un colloque sur la Méditerranée, et certains de mes collègues ont traité la question de l'érosion d'encadrement, enfin les effets juridiques, le droit et l'érosion des territoires, qui est aussi qui pose un certain nombre de problèmes. Après, c'est vrai qu'au niveau de la mesure de la disparition, c'est ce qu'on disait, bon, si on parle de quelques centimètres, chaque détail compte. Absolument. Mais quand il y a des hydrocarbures, mais quand même. C'est pour ça, est-ce qu'il est prudent, est-ce qu'il est raisonnable d'envisager des solutions à l'emporte-pièce, on sait très bien que toutes ces solutions générales à l'emporte-pièce sont très facilement, on peut très bien toujours en abuser. Juste, je réponds sur la question qui m'a été posée. Alors, effectivement, ça traitait des risques naturels de manière générale. À mon sens, alors le Code du travail est très silencieux, enfin, ne prend pas en considération de manière expresse les risques naturels parce qu'il ne les avait pas envisagés, historiquement parlant. Et là, je pense qu'il y a un intérêt à légiférer sur l'ensemble des risques naturels, en sachant que le facteur du réchauffement climatique risque de générer des phénomènes climatiques beaucoup plus fréquents. Voilà. Mais l'ensemble des risques naturels doit être intégré à la législation du travail de par ses obligations de sécurité qui sont extrêmement lourdes et qui pèsent sur les chefs d'entreprise, de manière plus générale. Pour faire court. Oui, on va prendre une dernière question. Oui, Hugues Ravenel, directeur de la météo ici. Cette imputabilité aux émissions de gaz à effet de serre de l'élévation du niveau de la mer, ou
ou plus précisément de l'érosion ou de la disparition des terres, elle est tout sauf simple, parce que dans la pratique, et on voit bien l'utilisation politique qui est faite, vous l'avez bien signalé, mais quand on creuse les choses, on se rend compte qu'il y a eu de l'exploitation de sable, et que finalement, la part liée au changement climatique par rapport à la part anthropique, et la présentation de Monsieur Le Tourneur était explicite, eh bien c'est très difficile à dire. Souvent on voit de l'érosion côtière, par exemple, en Afrique. En fait, c'est lié à un barrage qui a stocké du sédiment. Et donc c'est pas si simple de ça, et ce discours un peu misérabiliste. Il faut faire très attention. Les représentants de Fidji, pour un cyclone de catégorie 1, qui est quelque chose d'assez normal, on dit c'est le signe du changement climatique. Certes, il y a du changement climatique, il y a une part qui est imputable au changement climatique, et peut-être je ferai la liaison avec ce que vous avez dit tout à l'heure. Je pense que il faut se préparer à la variabilité climatique d'aujourd'hui, et enfin votre exposé le montrait. Après, imputer de manière globale au changement climatique, c'est prêter le flanc aux sceptiques du changement climatique, parce que du coup on simplifie à l'extrême et on n'est plus dans la scientificité. Et puis, pour reprendre mon exemple du début, en tout cas sur cette question de l'érosion et de la disparition des terres, il y a plusieurs paramètres, et il y a des paramètres aussi un peu, aléatoire, qui fait que s'il y a un cyclone qui passe, et là c'est pas tellement l'élévation du niveau de la mer, c'est l'effet du cyclone qui va du coup, tout ça pour bien montrer que ce soit l'élévation du niveau de la mer ou l'augmentation de la fréquence, c'est des choses qui sont effectivement présents dans le rapport du GIEC, mais qui sont à horizon 50-100 ans, et qui quelque part peuvent nous perdre vis-à-vis de décisions qu'on doit prendre aujourd'hui, et qui sont la question de savoir si la Terre disparaît, qu'est-ce qu'on doit faire avec les lignes de base, avec les délimitations. Je suis pas bien certain que le changement climatique soit un paramètre, ce que vous disiez tout à l'heure, si c'est le changement climatique, on peut faire quelque chose. Si c'est naturel, en tout cas, sur le plan scientifique, il me semble que ça va être très difficile de démontrer que c'est naturel, et que souvent, j'ai pas regardé pour les îles du Pacifique, mais souvent on trouve des aménagements côtiers qui sont au moins autant responsables que l'élévation du niveau de la mer. Tout à fait, je suis absolument d'accord avec vous. C'est pour ça que j'avais conclu en disant pas trop de zèle. Je ne crois pas avoir dit que tous les phénomènes de montée des eaux ont des causes humaines. Ce que je crois avoir dit, c'est que de plus en plus, ce qu'on note, c'est que les causes humaines ont une proportion de plus en plus élevée dans ce changement climatique, et donc dans la hausse du niveau des eaux. Je ne suis pas scientifique, je me base sur les rapports de scientifiques, notamment le panel intergouvernemental sur les changements climatiques. Cela dit, vous avez absolument raison. Il y a une étude de 2010, je crois, je ne sais plus si c'est 2010 ou 2014, qui a étudié un grand nombre d'îles du Pacifique sur une période s'étendant entre 19 ans et 65 ans, et qui avait conclu que, après tout, 86% de ces îles n'avaient absolument pas bougé, et même que certaines avaient finalement augmenté en surface. Mais il y avait aussi un certain nombre d'îles qui s'étaient vues amputées ou qui avaient disparu, et tout le problème, c'est quelle est la place de ces îles dans, par exemple, un système de lignes de base archipélagique pour les États. Maintenant, si la solution est de dire le niveau des eaux monte, l'homme a 100% de responsabilité, il faut donc geler les lignes extérieures. Je suis tout à fait d'accord avec vous, pas trop de zèle, examinons les causes, examinons les conséquences, voyons s'il y a des solutions dans le cadre de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, plutôt qu'en dehors de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.
Oui, puis si je peux me permettre aussi d'ajouter un mot, ce que vous soulignez, c'est le caractère indispensable de la participation justement d'experts qui relèvent de différentes matières. Le droit de la mer, c'est typiquement la rencontre entre le droit et la nature. Quand vous travaillez au TIDM et vous traitez à la fois, il faut être un expert du droit et en même temps traiter avec des études géodésiques, bathymétriques, etc. Et évidemment, les réflexions ne peuvent être utiles que lorsqu'elles sont partagées par les experts de ces différents champs. Nous allons conclure sur cela. Merci à tous. J'ai dû remplacer Catherine qui a dû partir vu l'heure tardive. J'imagine que c'est un bon signe, qu'il y a eu matière à discussion, à échange. Et je vous invite donc à nous retrouver demain matin à 8h30, enfin même un petit peu avant puisqu'on ouvrira la session à 8h30. Je vous remercie. Bonne soirée.